BFM Business. Check-up santé, l'entretien. Alors, en un peu plus d'un siècle, l'espérance de vie moyenne dans le monde a plus que doublé. En France métropolitaine, l'espérance de vie à la naissance atteint 79,5 ans pour les hommes et 85,4 pour les femmes. On dit même qu'elle progresse d'un trimestre par an et que l'écart se resserre, ouf. Jusqu'où pourrons-nous reculer le moment fatidique du trépas et surtout dans quelles conditions? L'idée, ce n'est pas de mourir le plus tard possible, mais plutôt de bien vivre le plus tard possible. Jeanne Calment, bonjour. Bonjour. On vous a cryogéné, vous sortez du frigo et vous êtes de retour parmi nous. Est-ce que ça peut arriver, Pascal ? D'être dans un frigo, oui. D'être congelé. Pour l'instant, non. Ça arrive, on peut le faire, effectivement. C'est réservé quand même à une classe extrêmement aisée, mais effectivement, de se faire congeler. Ça coûte très, très cher. Hein. Dans l'espoir, dans quelques années, de pouvoir effectivement être décongelé et d'être traité, oui, ça existe. Je vous garantis pas que ça marche, mais en tout cas, ça existe. Pascal Douac, plus sérieusement, donc vous êtes médecin du sport, vous êtes aussi micronutritionniste et spécialisé dans la longévité, et vous avez écrit un livre absolument génial que je recommande à tout le monde. C'est le grand livre des secrets de la longévité. C'est vraiment rare que je lise un livre si rapidement et du début à la fin. Alors, il y a combien de centenaires en France, Pascal ? Écoutez, il y a à peu près 25 000 centenaires. Il faut savoir que c'est une espèce en voie d'expansion, les centenaires. À l'inverse d'autres espèces en voie de disparition, là, c'est à l'inverse, exactement des espèces en voie de disparition. À la fin de la guerre, au début des années 50, il y avait à peu près une cinquantaine de centenaires seulement en France. Donc, personne ne connaissait leur existence. Nous sommes aujourd'hui à 25 000 centenaires. Les projections nous annoncent en 2050 270 000 centenaires. Donc, il y a une réelle explosion de cette espèce. C'est un réel phénomène et c'est un phénomène effectivement qui m'a particulièrement intéressé parce que quand on parle de longévité, c'est auprès de ceux qui la vivent et qui en profitent effectivement qu'il est intéressant d'aller comprendre aussi pourquoi. Alors dans votre bouquin, vous donnez donc pas mal de recettes pour bien vieillir. Est-ce que l'espérance de vie peut-elle croître à l'infini ? Alors l'espérance de vie, elle continue. En tout cas, dans notre pays, elle continue à croître. C'est pas le cas des États-Unis. On en a beaucoup parlé avec la crise des opiacés, effectivement. Mais en tout cas, en France, facile à comprendre. Voilà, elle continue à augmenter. Il y a un indicateur, par contre, qui inquiète un peu tous les démographistes et tous les médecins, c'est que c'est l'espérance de vie en bonne santé. C'est le critère aujourd'hui qui devient le critère de référence. C'est cette espérance de vie en bonne santé qui stagne un peu, c'est ça ? Voilà. Et cette espérance de vie en France, elle stagne, alors que dans d'autres pays, comme par exemple les pays scandinaves qui ont mis en place des politiques de prévention assez précoces, elle continue à augmenter. Donc une espérance de vie à la naissance qui augmente, une espérance de vie en bonne santé qui stagne. La conclusion, c'est qu'on passe C'est qu'il faut lire votre livre. Alors, il faut lire mon livre parce qu'on passe plus d'années en mauvaise santé qu'on ne le passait avant. Donc, c'est important. Alors, justement, vous parliez de prévention, vous parliez de médecine personnalisée. Qu'est-ce que la médecine 4P ? Alors, la médecine 4P, c'est un nouveau modèle qui a émergé il y a une quinzaine d'années par un biologiste américain qui s'est dit il faut sortir du tout curatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos systèmes médicaux, en France par exemple, le système de soins, les médecins sont quand même centrés sur traiter des maladies. Médicaments. Voilà. Et donc sur le médicament. Et c'est ce qui nous a permis effectivement, grâce à tous ces progrès, d'avoir une espérance de vie qui a augmenté. Donc lui, il a redéfini un nouveau modèle qui définit sur ces 4 P. Ces 4 P, c'est quoi ? C'est la médecine prédictive, tout d'abord. C'est une médecine qui vise à calculer pour chaque individu le risque de développer une maladie particulière. On va le dire. Dites-nous les 4 P d'abord. Médecine prédictive, médecine préventive, médecine personnalisée et médecine participative. Voilà. Donc tout ce modèle-là aujourd'hui est un modèle qui inspire de plus en plus de médecins, de plus en plus de chercheurs pour redéfinir comment demain on sera accompagné et comment on sera soigné demain. Alors le côté prédictif, c'est donc essayer de prédire certaines maladies, certaines affections. Calculer, effectivement, programmer, prévoir, effectivement, si nous sommes plus ou moins à risque de maladie. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que cette médecine 4P, elle existe, elle démarre. On est au début d'une nouvelle histoire. On est capable aujourd'hui de définir dans le cancer du sein, par exemple, sur un plan génétique, chez certaines femmes, d'établir un risque de cancer du sein plus élevé que chez d'autres. C'est le cas aujourd'hui dans le cancer du côlon. On peut espérer demain, en effet, pouvoir progresser beaucoup plus là-dedans. La vraie question, dans tous les cas, elle est aussi d'origine éthique. Si je suis capable de pouvoir définir que nous avons un risque de maladie d'Alzheimer plus élevé que d'autres personnes, je fais quoi ? Voilà. Donc il y a un moment donné, c'est pas toujours utile d'avoir l'information. C'est le cas d'Angelina Jolie qui a fait une mastectomie parce qu'elle avait des risques d'avoir un cancer. Voilà. En cancer, le côté préventif.
Et le côté préventif, c'est aujourd'hui, on entre en plein dans le côté préventif, c'est comment on peut, pour chacun, changer les comportements, changer les habitudes et les modes de vie. Et je reprendrai effectivement aujourd'hui le gouvernement santé qui a défini la prévention comme une des priorités aujourd'hui. Médecine personnalisée, troisième P. Médecine personnalisée, là on est plus dans le traitement. Et dans le traitement, aujourd'hui, on délivre dans une maladie donnée le même traitement pour tout le monde. On peut se poser la question si demain on ne sera pas capable de donner pour un patient le bon traitement au bon moment. On a déjà un peu commencé avec le cancer, par exemple. Ça commence. Et participative. Et la médecine participative, c'est plus le médecin qui a tout le savoir, c'est plus le médecin qui décide de tout. Il y a vraiment un travail collaboratif. C'est le savoir partagé. Le médecin et le patient devient un acteur et il devient un acteur responsable, engagé dans le traitement de sa maladie, sa prise en charge et sa longévité également. Alors, vous nous donnez bien sûr des recettes pour bien vieillir et mieux vieillir, mais on a quand même nos gènes. Alors voilà, donc on sait effectivement que la génétique, et on a malheureusement, on a un peu trop cette idée de se dire que ça a une importance quand même, la génétique, non? Voilà, notre capital génétique, on est programmé, et qu'au final, ça sert pas à grand chose de pouvoir changer ses habitudes. Or, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que nos gènes, s'ils participent à notre longévité, ils n'y participent qu'à hauteur de 25%. Les 75% restants, c'est l'environnement dans lequel nous vivons, ce sont nos modes de vie, ce sont nos comportements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons à portée de main notre capacité de pouvoir mieux vieillir et de vivre plus longtemps. Et d'après vous, on peut calculer un petit peu, on peut évaluer son capital longévité? Alors, on peut calculer son capital longévité tout simplement sur la façon dont on vit déjà. Alors, la génétique, c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une participation, mais on n'est pas parfaitement capable de le mesurer encore. Par contre, on est parfaitement capable d'identifier un âge physiologique qui nous permettrait effectivement de se dire par rapport à notre âge, on va se dire administratif, est-ce qu'on va vivre, l'âge de la carte vieillir, carte d'identité, vieillir plus vite ou vieillir plus lentement. Et quand on le sait, on peut corriger les choses. C'est-à-dire que s'il y a un décalage entre notre âge biologique et notre âge de notre carte d'identité, et bien d'ailleurs on peut mettre en place des mesures pour faire en sorte de réduire ce décalage. Donc il y a un risque que ma femme me supporte pendant encore 80 ans. Si vous y prenez bien, oui. Bon, je vais lire 2 fois votre bouquin. Donc cette révolution évidemment thérapeutique, elle est due à ce qu'on appelle les NBIC. Donc les NBIC, c'est nanotechnologie, biotechnologie, informative et sciences cognitives. C'est bien ça. Donc c'est vrai que ça bouge à une vitesse grand V du fait du développement de l'informatique. C'est phénoménal. On est dans une période, une vraie période historique. On parlait de démographie, maintenant on peut parler de la recherche et des technologies. Ça avance. Ça passe son plein dans la longévité, oui. Voilà, exactement. Tout simplement parce qu'on sait que la longévité augmente. Il n'y a pas 3-4 professeurs tournesols qui bossent chacun dans non. Non, il y a des équipes de chercheurs dans le monde entier qui travaillent à la fois sur identifier les mécanismes du vieillissement, à la fois trouver des nouvelles technologies et d'autres des médicaments. Mais dans les NBIC qui finalement regroupent toutes ces technologies qui vont transformer notre avenir demain, on a des choses formidables comme les nanotechnologies pour démarrer là-dessus, les nanorobots qui vont nous permettre de diagnostiquer des maladies et de traiter en même temps. Aussi de traiter. Voilà. Les nanorobots, ce sont des infiniment petits robots. De l'ordre du nanomètre. De l'ordre du nanomètre. Plus petit 100 fois plus petit qu'un cheveu, etc. Et si on allait un petit peu plus loin, vous êtes transhumaniste ou pas, Pascal? Alors non, moi je suis pas transhumaniste. Là, on est vraiment dans la religion, donc je suis pas dans cette croyance des transhumanistes. Et les transhumanistes. De l'homme augmenté, la mort de la mort. Les transhumanistes, ils ont totalement adopté, ils ont pris complètement en main les NBIC, car pour eux, effectivement, c'est la stratégie de l'homme augmenté, et c'est comment derrière on va pouvoir traiter le vieillissement comme une maladie. C'est ça, finalement, la finalité, cette quête d'éternité, cette quête d'immortalité des transhumanistes, c'est de dire le vieillissement, c'est une maladie. C'est pas ce qu'on considère nous. Le vieillissement, on est programmé pour vieillir, c'est quelque chose de naturel. Bon, si on allait un petit peu plus loin maintenant, si la science-fiction rejoignait la réalité dans peut-être 10, 20, 30 ans. Comment vous voyez comment peut-on agir sur la longévité? C'est la miniaturisation Alors il y a la miniaturisation. En fait, toutes les techniques diagnostiques vont évoluer à une vitesse phénoménale. Vous savez, je prends un exemple tout simple. On peut se retrouver à un moment donné à faire un scanner ou un IRM. On passe 20 minutes dans un scanner, on est bombardé de sons qui sont extrêmement désagréables. Eh bien, imaginons que pendant qu'on fait le diagnostic, on vous traite en même temps. C'est-à-dire que vous sortez de cette machine, non pas avec un diagnostic qui est souvent une mauvaise nouvelle, mais avec déjà un diagnostic et une réparation. Donc on est demain dans la science-fiction, dans la réparation. D'impression 3D, de bio-impression. Exactement.
Donc on pourrait créer des organes. On pourrait créer des organes. Si vous vous rappelez du 5e élément, à un moment, Lelou, l'héroïne du film, qui n'a plus que sa main, on reconstitue son organisme par impression bio 3D et elle se retrouve effectivement à reprendre forme. Finalement, c'est plus tellement de la science-fiction, non ? La science-fiction a rejoint aujourd'hui la réalité et dans beaucoup de séries ou films des années 60 et 70, moi je suis fan de toute cette période-là, aujourd'hui on a réussi à atteindre, voire parfois dépasser. Donc bioimpression, intelligence artificielle, objets connectés aussi. Objets connectés aussi. Voilà. Nous faciliter la vie, nous suivre à la trace. Exactement. Merci Pascal. Merci, bravo. Je répète, j'ai lu votre bouquin, Le Grand Livre des secrets de la longévité, aux éditions Le Duc. Merci. Aux éditions Le Duc. Éditions Le Duc, je confirme. Voilà, donc je vais lire votre bouquin, je vais le relire pour animer encore Check-up Santé jusqu'en 2040. Justement, ça tombe bien, mes prochains invités sont au cœur des progrès de la science qui permettent d'envisager de guérir des maladies jusque-là sans traitement.